Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique. Aujourd'hui, je vais vous parler de quartier. Ah, c'est un mot vague, général. Le grand public ne sait pas trop ce qu'est un quartier. Enfin, on a une idée, mais ça a vite fait d'être un fourre-tout idéologique, politisé. Et donc, ma vidéo va avoir pour but de définir les termes en étant un petit peu au-dessus de tout ça. Alors, pour commencer, je vais vous définir qu'est-ce que le quartier. Alors, c'est un morceau de ville possédant des caractéristiques propres sur le plan de sa forme et de son tissu, de ses aspects socio-démographiques ou de ses activités économiques. C'est apparu dans les années 70-80 avec les premières politiques de la ville. On pourrait comparer les arrondissements à des quartiers. Alors, il y a le plan du contenant, c'est l'architecture en gros. On va pas s'embêter. Le contenu, c'est plus la communauté d'hommes, le groupe, l'identité sociale du quartier. Voilà. Le contenant, par exemple, on prend un quartier sensible, c'est des grandes bars, un peu décrépit. Le contenu, ce serait une population pauvre, immigrée. C'est pas, je ne cible personne, mais je donne un exemple que je connais plutôt bien. Alors. Et tout cela a une identité très forte. Et c'est l'ensemble de tous ces quartiers assemblés qui donne une diversité à la ville. Ça définit un petit peu la ville. Tout l'ensemble de ces quartiers permettent d'avoir une ville cohérente. Parce qu'il y a des quartiers plus riches, des quartiers plus pauvres, des quartiers où on fait du commerce, des quartiers où on vit. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des diverses fonctions des quartiers. Dans une précédente vidéo, si elle n'est pas encore sortie, j'espère qu'elle sera sortie, ce serait peut-être un peu plus logique, je vous avais dit que le commerce et ville sont liés. Le commerce se fait dans un quartier, le quartier est commerçant. Mais on a aussi les quartiers dits administratifs. Certaines villes sont nées avec des fonctions administratives. On s'attend à des quartiers spécifiques, comme dans certaines villes planifiées. Brasilia, la place des Trois Pouvoirs, ou Rome avec son Vatican. À Londres et à Paris, on a un regroupement de plusieurs ministères dans un espace restreint. On a le quartier de la Défense qui comprend de l'administratif. Mais cette idée d'avoir un quartier où on a toute l'administration est un peu mise à mal par les politiques de la ville. En effet, je vous prends l'exemple de Dijon. On n'a pas une mairie, littéralement, qui est là, qui est au centre, et on n'a que l'administratif à cet endroit-là. Non, c'est divisé dans plusieurs endroits. Chaque quartier a sa mairie de quartier. Et puis, ça se fait dans d'autres villes. Quand je parle d'administratif, je n'en parle pas que l'administratif politique. Il y a aussi l'administratif des entreprises. On est véritablement dans une division des charges. On a le siège national, le siège régional, le siège départemental. Ce qui fait qu'on n'a pas une administration dans un lieu précis. Ça se divise. Même si on peut voir un regroupement de cette administration, que ce soit politique ou des entreprises, dans les villes. S'il y a bien un quartier dans lequel on est très fier en Europe, c'est les quartiers historiques. Certes, ils ne sont pas 100% résidentiels, mais c'est le seul vraiment qui peut distinguer la ville. Des banlieues restent des banlieues, des zones industrielles restent des zones industrielles, mais quand tu vas dans un centre-ville, tu te retrouves dans le centre-ville d'une ville, tu sais très bien où tu es. C'est indescriptible comme style. En effet, ça a été forgé par l'histoire. Faut pas oublier que l'homme a construit des bâtiments, les a cassés, on a reconstruit d'autres, on a modifié, tout ça. Ce qui donne une sorte de palimpseste, c'est-à-dire en gros un parchemin sur lequel on réécrit. Toujours concernant un petit peu le côté historique, je vais vous parler aussi des quartiers haussmanniens. Souvent centraux, une architecture rationnelle, mais qui a du charme. Haussmann, il s'est pas embêté. Il a dit, on va refaire Paris. Il l'a rasé à 60%. Même tonton Hitler, il n'avait pas tapé aussi fort sous Paris. Il va la transformer radicalement avec des aspects qui restent aujourd'hui encore présents. Avec des thèmes hygiénistes. Il y avait le problème que Paris était une ville très sale. Non, ne dis pas que Paris est aujourd'hui une ville très sale. C'est pas parce que actuellement il y a des rats et des problèmes d'hygiène dus au fait que la ville est hyper endettée, mais non, on va pas faire de débat. Alors, tout ça, ça a été influencé par Napoléon III. Il a vu Londres, il s'est fait « Waouh, on n'est pas au niveau.
mais vraiment, hein, on n'a pas les bases. Donc, il va y avoir un gabarit, hein, ça va être, pour les tailles, ça va être d'assainir la ville pour faire circuler l'air, embellir avec des lignes droites, des perspectives, mais aussi maîtriser les émeutes. Hein. Ça, on te l'a pas dit, mais il y a quand même la dimension sécuritaire. Eh ouais, les petites rues, c'est des véritables coupe-gorge. Hein. Puis comment veux-tu sécuriser des petites rues à la con? C'est facile de faire des barricades, ça peut poser énormément de problèmes. Alors, il y a un cahier des charges strict déjà. La façade est l'aspect principal, primordial. Hein. Même hauteur, même ligne de façade, un seul élément architectural. Hein. Dans les rues haussmanniennes, les bâtiments ont la même ligne d'étage. Hein. Il y a toute une gradation. Au rez-de-chaussée, il y a des commerces hein, et des stockages. Au premier, encore des stockages. Au deuxième, les appartements nobles, hein, avec les encadrements les plus riches. En effet, il n'y a pas d'ascenseur. Puis c'est fatigant de monter les escaliers. Au troisième, au quatrième, c'est moins riche. Cinquième, sixième, les combles, les chambres de bonne. Hein. Ce rapport vertical va changer avec l'ascenseur parce qu'après, les riches disent « Oui, c'est peut-être un peu haut, mais on a l'ascenseur. Et en plus, on a la belle vue. » Alors, un autre élément qui fait partie des quartiers dits sensibles, hein, ça reste des clichés sensibles par rapport à quoi, par rapport à qui. On va parler des grands ensembles qui ont forgé le contenant et aussi malheureusement le contenu de certains quartiers pendant fort longtemps. Hein. C'est fortement résidentiel. Hein. C'est une architecture cohérente. Hein. Je peux vous dire que c'était magnifique. Hein. On arrivait... Wow, le progrès, on avait ces bâtiments qui montaient 12, 13, 14 étages. Vous imaginez des gens qui sortent de la guerre, qui connaissent que des maisons 2, 3 étages, bâtiments Haussmannien, c'est 5 étages. Là, tu montes à des hauteurs, 14 étages. Tu comptes plus de 2 mètres par étage, tu montes quasiment à plus de 30 mètres de haut. C'est badass. C'est une nouvelle façon de voir la ville. Hein. En plus, il y a des parcs, il y a une centaine de logements, il y a les toilettes. Waouh! Ces quartiers-là, c'est le mec plus extra du progrès. Il y a des chiottes, c'est en hauteur, c'est tout beau, c'est tout neuf. Bon, ça a été construit dans la procédure ZUP, zone à urbaniser en priorité, hein, entre 1959 et 1967. Hein. Ça répond à la crise du logement, au baby-boom, à la décolonisation. En plus, on se met à servir du béton, donc on te fait des trucs. Oh, c'est novateur, il y a les ascenseurs, il y a tout, c'est magnifique. Bon. Ça, c'est au début, hein, c'est tout commence bien. C'est pas comme un conte de fées où tout commence mal, puis à la fin ils se marient, ils eurent beaucoup d'enfants. Non, non, là au départ tout le monde est content, tout est beau, il va bien dans le meilleur des mondes. Mais très rapidement, ça a posé des problèmes. En effet, les grandes bars, ça va plus trop intéresser les gens, ça va vite se dégrader, ça va se paupériser, et donc les gouvernements et les municipalités vont pas faire leur travail, dirons-nous, et assurer à ces gens-là des conditions de vie décentes. Après, il va y avoir des problèmes sociaux, il va y avoir énormément de problèmes, ce qui fait que ces grandes bars qu'on a construites au sorti de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on en a fait? On les a réhabilités au départ. Ça n'a pas été foncièrement un grand succès, hein, parce que honnêtement, voilà quoi, c'est comme un bourricot. Hein, à un moment, t'as beau lui faire un beau toilettage, lui mettre une jolie selle, ça reste un bourricot. Donc ces bâtiments vont être littéralement détruits, dynamités pour reconstruire un autre urbanisme. Alors, un des aspects essentiels, c'est le lotissement et la maison individuelle. C'est à la mode aujourd'hui. En périphérie, hein, chacun a sa petite maison. On prend des champs, on les divise, et on fait ça un lotissement. Hein. C'est le découpage de grandes surfaces. Hein. C'est un des éléments de l'étalement urbain. Hein. On approche du projet utopique de la cité-jardin. On est en ville, mais on a un jardin. Hein. On a les avantages de la ville et l'avantage de la maison individuelle. Hein. On peut faire le tour de sa propriété. Hein. On parle d'urbanisme rural. Ça a plusieurs avantages. Alors, celui qui vend le terrain, il se fait une bonne masse d'argent. Celui qui construit ça, il va se faire de l'argent. Hein. Beaucoup d'argent. Hein. Tu pars d'un champ à un terrain viabilisé avec des maisons. Ah, tu te fais du bénéfice. Ça coûte de l'argent. Ouais, mais qu'est-ce que ça rapporte? Le maire, il est content aussi. Hein. Parce que si on construit un lotissement chez toi, c'est que ta ville est attractive. En plus, tu touches la taxe d'habitation, donc il y a de l'argent qui vient, c'est le bonheur. Le revers de la médaille, c'est qu'on veut sortir de la dépendance de l'automobile.
Et le problème, c'est que dans ces quartiers de lotissement, il n'y a pas beaucoup de services. On est un petit peu dépendant de la voiture. Vous allez me dire, ouais, mais il y a le bus. C'est pas rentable. Donc, problème, pas rentable, pas de bus. Hein. Et ça pose un problème à long terme. Tu peux plus conduire, tu fais comment? Ah, t'as ta belle baraque, t'as tous les avantages. Si tu peux plus conduire, qu'il n'y a pas de transport en commun, tu fais comment pour faire tes courses? Ben, tu les fais pas. Hein. Puis aussi la question de la ségrégation que je développerai un petit peu plus loin, hein, parce que c'est pas bon pour la mixité urbaine, hein, parce que pour avoir un lotissement, faut de l'argent, faut du travail, et donc on a une certaine catégorie sociale supérieure, même structure familiale, même mode de vie semblable. Hein. Il y a aussi une question de l'esthétique, hein, c'est répétitif. Hein. Bah ouais, quand tu construis 25 baraques à la sortie d'une ville, tu vas pas t'embêter. Non, non, t'achètes les fenêtres. En gros, le crépi. En gros, tout se ressemble. Hein. Même couleur, même architecture, c'est le bonheur. Hein. De plus, comme c'est un habitat individuel, bah, ça consomme de l'énergie importante pour sa construction et puis pour le chauffer. Hein. Donc, je vais vous parler maintenant de ségrégation. Alors, on ne peut pas dissocier ville et ségrégation. En effet, chaque quartier a une identité, un groupe homogène. Le quartier étudiant, le quartier juif. Enfin, ça n'existe plus trop aujourd'hui, mais ça existait à une époque. Le quartier commercial. Hein. Aux États-Unis, on a des ghettos. Hein, littéralement, c'est un critère racial homogène. Hein. Bon, en France, on n'a pas ça, hein, des ghettos. Hein. De toute façon, comment tu veux qu'on sache si on a des ghettos? On n'a pas de statistiques ethniques. Donc, à un moment, on ne peut pas savoir s'il y a un regroupement ethnique. Hein. On n'a pas de statistiques là-dessus. Hein. Mais, il y a deux types de ségrégation. Il y a la ségrégation voulue. C'est-à-dire, on se met dans un quartier pour nos intérêts. Les commerçants se mettent dans un quartier pour faire du commerce. Et c'est du subi quand c'est des ghettos. Alors, on a l'école de Chicago qui a étudié ça, hein, l'organisation sociale des quartiers avec le principe d'écologie urbaine. Ils ont fait des petits schémas assez sympathiques. Hein. Mais là, c'est un peu plus complexe. J'ai guère envie de développer ça, hein, parce que ça a montré un petit peu comment la ville s'organisait. Mais je tenais aussi à vous parler des gated community. Eh ouais, tu le sens, mon accent anglais. Nickel. Alors, c'est des quartiers fermés. En gros, il y a des gens qui arrivent, ils ont du pognon. Ils vont arriver, ils vont se dire, bah nous, on veut vivre dans un endroit tranquille. Il y a les maisons, c'est fermé, il y a des clôtures, il y a une police privée. Il y a véritablement une idée d'égoïsme. Hein. On ne veut pas de certains équipements comme des éoliennes, comme des prisons, comme des migrants, des prostituées, des centres d'aide sociale. Non, non, loin de chez moi. Hein. Not in my backyard. Hein. Il y a une idée de sécession. Et ça existe partout dans le monde, hein, même en Afrique. J'ai connu des gated communities, des petits appartements où les gens un petit peu plus riches s'éloignent un petit peu du reste de la populace. On a aussi la gentrification, la reconquête des centres-villes par des populations aisées. Hein. En effet, les quartiers centraux étaient un peu en mauvais état, on les a remis en ordre, et puis il y a des gens qui ont décidé de revenir au centre-ville. Hein. C'est lié aussi à ce côté un petit peu hipster, un peu bobo, tout avoir près de chez soi, avoir sa petite boulangerie sans gluten en bas de chez soi. Donc ça influence le commerce, le mode de vie, donc le contenant ne bouge pas, mais le contenu, lui, évolue énormément. Pour finir sur les quartiers, je vais vous parler des éco-quartiers. Le but, c'est de faire une ville durable, sans ségrégation, en respect des gens et de la nature. Donc, il y a 3 mouvements importants économiques. Il faut que ce soit rentable pour tout le monde, hein. L'immobilier, le foncier, le promoteur, l'habitant, rentable dans le déplacement, pas trop loin de tout, hein. Une intégration au transport en commun, c'est bien de créer un quartier écologique. Si tu es obligé de prendre ta voiture, ça marche moins bien. Proposer une énergie bon marché, hein. Une consommation basse énergie, c'est-à-dire avec des bâtiments où il y a beaucoup de luminosité. Comme ça, tu as besoin de moins de lumière ou des lumières moins puissantes pour bien voir. Pas trop de dépenses d'énergie liées au chauffage, hein, voire aucune, hein, ça peut se faire. Hein. Et aussi prévoir la réversibilité. En effet,
le bâtiment va évoluer dans le temps. On a bien vu pour les grands ensembles, ils n'ont pas calculé l'évolution, hein. Ils t'ont entassé 100 appartements et allez, il n'y a rien qui était prévu pour l'évolution. Il faut prévoir l'évolution, hein, parce que ça va peut-être pas être les mêmes structures familiales, les gens évoluent dans l'âge, hein. Tes besoins à 20 ans sont plus les mêmes à 60 ans. Il y a le volet social, alors une mixité entre les fonctions, hein, on essaie de mettre du commerce, du loisir, des espaces de jeu, hein. On va avoir un paysage sain, mixer les catégories professionnelles, avoir des opportunités de location et d'offres, d'accession à la propriété, une identité avec une association qui va donner une identité au gouvernement. Et dernier aspect, l'environnement. Garantir la compatibilité avec le changement du climat. Le volume économique a en partie répondu à ça, mais il faut aussi pas trop artificialiser les sols, limiter les déplacements et développer des pistes cyclables, gérer les eaux et déchets, hein. Tout cela est obligatoire pour continuer l'aventure de la ville, hein. Nous devons d'être concernés par la pollution et par la nature, parce que nous faisons partie de la nature, on ne va pas tuer à l'élément dans lequel on fait partie. Alors, ça existe beaucoup en Europe, en Angleterre, en Allemagne. En France, on a énormément d'écoquartiers, mais c'est plus commercial que vraiment écologique. En conclusion, le quartier peut avoir diverses identités. Il peut être influencé par l'histoire, l'économie ou des volontés sociales. Aujourd'hui, le quartier évolue vers une approche un peu plus écologique avec l'éco-quartier. J'espère que cette vidéo de géographie vous a plu, vous a éclairé. Si elle vous a plu, éclairé ou ça vous a fait plaisir ou si vous m'aimez bien, vous pouvez faire de la pub pour la chaîne, liker, commenter, partager. Ciao!